Plutôt que de choisir un texte, j'ai préféré mettre le doigt sur l'évolution de la pensée du travail, c'est-à-dire en fait, qui traduit une question qui est beaucoup plus importante, hein, pour moi, qui n'est pas simplement philosophique, hein, qui est finalement quelle est l'activité qui, en dernière instance, dans le plus, enfin, donne sens à la vie humaine. Quelle est l'activité qui détermine, qui est la plus productrice de sens? Et jusque-là, enfin, et aujourd'hui, la question que l'on se pose à propos du travail, c'est la perte de sens du travail. Un, et deux, surtout, la centralité du travail dans l'identité individuelle, dans l'identité sociale, et du même coup, dans l'identité, enfin, le travail comme source d'identité. Donc c'est un peu à cette idée-là c'est cette préoccupation que j'avais en tête en utilisant les trois références dont je voulais vous parler. La première référence, c'est moi qui est majeure pour moi, c'est l'éthique à Nicomaque d'Aristote, hein, qui est un texte majeur, mais qui est aussi assez complexe. Et alors c'est très intéressant parce que, comme vous le savez, les Grecs ne connaissent pas le travail. Pour Aristote, comme pour Platon d'ailleurs, peut-être pour Socrate c'est un petit peu différent, mais pour Aristote le travail est avilissant. Hein, le travail est le propre de l'esclavage dans cette société, dans cette cité démocratique athénienne. Hein, qui déjà établissait la différence entre patricien et plébéien, mais dans laquelle le travail ne donnait pas sens à l'existence. Et donc là, ce que je vais faire, je vais peut-être vous lire juste un petit extrait de ce qui est intéressant, puisque Aristote, entre autres éléments de sens de la vie, fait référence au plaisir. Le plaisir tiré d'une activité empêche d'autres activités. Mais ce qui permet encore mieux de le voir, c'est le fait que les plaisirs tirés d'activités qui ne sont pas celles qui nous occupent font obstacle aux activités qui nous occupent. En fait, les amateurs de flûte sont incapables de prêter attention aux arguments qu'on leur présente s'ils entendent, serait-ce faiblement, un joueur de flûte parce qu'ils ont plus de joie à cet art qu'à la présente activité. Le plaisir correspondant au jeu de flûte détruit donc l'activité que suppose l'argumentation. Et une chose pareille arrive encore, quelles que soient les circonstances, chaque fois qu'on exerce en même temps deux activités. La plus agréable, en effet, tend à chasser l'autre, et si son plaisir l'emporte de beaucoup, c'est d'autant plus vrai, au point qu'il n'est plus possible de maintenir l'autre activité. C'est pourquoi si une chose, quelle qu'elle soit, nous plaît fort, nous ne pouvons pas vraiment en faire une autre, et si nous en faisons d'autres, c'est que la première nous séduit médiocrement. Exactement comme ça dans les théâtres, ceux qui mangent des friandises. C'est quand les compétiteurs sont mauvais qu'ils se livrent surtout à cette occupation. Alors, ce passage d'Aristote, moi je le trouve particulièrement parlant, en ce sens qu'il associe, c'est dans ce passage en particulier qu'il attribue au plaisir sa capacité de production de sens de la vie. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il le lie à l'activité d'argumentation, au même titre, parce qu'un petit peu plus loin, il compare cette activité d'argumentation aux différentes activités de métier, en particulier des tisseurs, de toutes les activités artisanales qui se faisaient à son époque. Et donc, ce qui est intéressant chez Aristote, c'est qu'en même temps qu'il dit cela, qu'il lie donc ce plaisir qui donne sens à la vie, à une activité, en même temps qu'il dit cela, il dit également que ce qui constitue dans un autre texte, ce qui constitue la force de caractère d'un individu, c'est sa capacité à penser et à produire des actions qui ne lui plaisent pas nécessairement, mais qui sont socialement utiles. Et donc, du coup, qui ne procurent pas de plaisir. Et donc, toute l'école aristotélicienne a été fondée sur cette ambiguïté. Et qu'on a là, on est là dans une pensée qui préfigure le travail, mais qui ne le connaît pas encore. Hein, en fait, moi, je pars de l'hypothèse que
l'histoire du travail ne se confond pas avec l'histoire de la pensée du travail. Et là, on le voit déjà chez les Grecs, et surtout chez Aristote, où l'activité qui donne le plus sens à la vie, c'est l'activité productrice de plaisir. Mais, en tant qu'activité. Mais par contre, pour ce qui concerne Aristote, pour ce qui concerne l'identité, c'est-à-dire ce qui forme ce qu'il appelle, lui, la force de caractère, parce que l'identité, c'est la force du caractère, eh bien, cette force du caractère, précisément, ne peut être produite que par la capacité de l'individu à produire, à penser, à produire des actions qui ne lui plaisent pas. Donc, qui ne lui procurent pas du plaisir, mais dont il sait, on lui dirait aujourd'hui, dont il connaît la valeur stratégique pour lui. Alors, donc, ce point de vue d'Aristote est très intéressant, en ce sens qu'on a là on a là un penseur qui prend acte de la portée sociale, du plaisir, à partir des activités, à partir, de l'activité que fait l'individu, et deux, à partir de cette pensée qui est complètement opposée au plaisir, mais qui en même temps qui est productrice d'identité. C'est comme si on avait là une thèse selon laquelle le travail, l'activité n'est pas source d'identité, d'accord ? Elle est source de plaisir, elle n'est pas source d'identité. Ce qui est source d'identité, c'est l'inverse du plaisir, c'est la force de caractère, d'accord ? Alors c'est très intéressant à voir, surtout lorsqu'on examine quelques siècles plus tard le travail d'un penseur qui, de mon point de vue, est un des fondateurs de la sociologie moderne. Il est de plus en plus reconnu aujourd'hui, il a été très longtemps méconnu, c'est Ibn Khaldoun, qui a écrit, dont on connaît surtout la Muqaddima, les prolégomènes, mais qui est très intéressant aussi. Alors je ne sais pas si vous voulez lire dessus l'extrait, mais qui est très intéressant aussi parce que c'est un des premiers à rapprocher la pensée du travail de son histoire, de l'histoire de la pensée du travail, ce qu'on ne faisait pas Aristote, ce qu'on ne faisait pas les Grecs. Et ce qui est intéressant aussi dans cette synchronisation entre l'histoire du travail et l'histoire de la pensée du travail, c'est les catégories qu'a produites Ibn Khaldoun et qu'il a mobilisées pour rendre accessible cette explication. Deux catégories fondamentales sont mises en œuvre chez Ibn Khaldoun, c'est le nomadisme et la sédentarisation. Pour lui, toutes les sociétés humaines fonctionnent sur la base de cette dichotomie. Nomadisme, société nomade et société sédentaire. Société sédentaire étant traduite par ce que Durkheim, 5 siècles plus tard, appellera la solidarité organique et la solidarité mécanique. Et on retrouve ces deux mêmes catégories chez Ibn Khaldoun. Alors, mais d'abord, c'est juste quelques petites citations d'Ibn Khaldoun, d'abord, notamment pour montrer un petit peu le caractère prémonitoire en termes d'analyse sociologique, c'est-à-dire au niveau de sa pensée. Alors, dans les prolégomènes, Ibn Khaldoun dit l'homme est fait pour vivre en société. On est au XIVe siècle. L'homme est fait pour vivre en société. C'est ce que disent les philosophes. L'homme est politique par nature, ce qui signifie qu'il ne peut se passer d'organisation sociale, ce que les philosophes appellent cité en termes techniques. Alors, cette thèse dans laquelle Ibn Khaldoun déclare pour la première fois que l'homme ne peut se passer d'organisation sociale, en fait, préfigure déjà toute cette idée des rapports sociaux de production que l'on retrouvera dans la doctrine marxiste et que l'on trouvera par la suite dans l'analyse de Durkheim. Autre petite référence, parce que c'est un gros ouvrage, mais autre petite référence dans la même continuité, où là il va à un niveau d'analyse un petit peu plus complexe. Les différences entre les peuples dépendent de leur genre de vie. Leur sociabilité n'est autre que leur coopération. Dans ce but, il s'agit de commencer par la nécessité et la simplicité pour satisfaire ensuite les besoins et les parfaire. Alors je répète, les différences entre les peuples dépendent de leur genre de vie. Là aussi, on a
tout ce que Marx appellera plus tard les conditions d'existence, c'est-à-dire le déterminisme des conditions d'existence, des conditions matérielles d'existence sur l'organisation sociale et sur l'organisation humaine. Donc on a là aussi toute et ensuite il développe ainsi: certains sont agriculteurs, ils cultivent les légumes et les céréales, d'autres sont éleveurs d'ovins, de bovins, de caprins, d'abeilles ou de vers à soie. Agriculteurs ou éleveurs sont impérativement tirés par le désert qui seul leur offre l'espace, les grandes surfaces, les pâturages, etc. Ils doivent donc s'y établir. Leur organisation sociale et leur solidarité, dans le cadre des besoins de leur vie et de leur civilisation, tels que nourriture, abri et chaleur, les maintiennent simplement en vie parce qu'ils sont incapables de se procurer autre chose. C'est la difficile transition vers la sédentarité. Par la suite, ils améliorent leurs conditions de vie et acquièrent plus de richesse et de bien-être qu'ils en ont besoin. Ils s'installent et se tiennent au calme. Ils en viennent à coopérer pour des choses qui dépassent les simples besoins. Alors, ce texte-là aussi perçu comme un des passages fondateurs de ce qu'on appellera plus tard la sociologie arabe, mais que l'on retrouvera ensuite et qui sera médiatisé ensuite, parce que Ibn Khaldoun sera traduit en latin par des chercheurs, j'allais dire, par des moines de la bibliothèque de Salamanque en Espagne, et qui ensuite vont servir de vecteur de toute cette analyse vers l'Europe en pleine Renaissance. Et comme par hasard, on retrouve ces trois principales catégories d'Ibn Khaldoun ensuite, notamment dans toute l'analyse durkheimienne, entre l'être individuel et l'être social, comme on a dit tout à l'heure, entre dans le cadre de l'analyse sur la solidarité économique, la solidarité mécanique, sur ce que Ferdinand Tönnies, le fameux sociologue allemand du début du siècle, catégorisera sous la forme de Gesellschaft et Gemeinschaft, là aussi l'aspect communautaire et l'aspect sociétaire qui sont majeurs dans l'analyse sociologique. Alors moi, c'est une des références que j'apprécie le plus en termes d'histoire de pensée du travail et d'évolution de pensée du travail. C'est ce qui est une analyse qui est toujours assez compliquée à expliquer aux étudiants. Troisième référence, là vous verrez le lien que je fais entre les trois par la suite, c'est un ouvrage très récent qui a été publié l'année dernière, qui s'appelle L'idéal au travail. Et qui, alors je vais peut-être juste vous lire le texte, juste un petit court extrait, puis je reviendrai sur le rapport entre les trois. Alors là, je nous replonge dans le contexte contemporain. Si la majorité des organisations de services de masse produisent une normalisation de l'idéal, en son sein et dans sa relation avec les masses, elles finissent par construire un programme politique, un monde dans lequel la rationalisation aurait gagné le dernier recoin de l'action, au point de créer des situations de travail et de vie déraisonnables. Une société absolument désenchantée, donc dans laquelle la satisfaction de désirs contradictoires serait néanmoins exigible à tout instant, sans limite, dans un mouvement organisationnel de réenchantement volontariste. Un vivre ensemble où celui qui ne se comporte pas conformément à cet idéal, qu'il soit du côté de la production du service ou de sa consommation, serait traité en marginal. Le phénomène social de normalisation de l'idéal opère un collage entre le possible et l'idéal, supprimant l'idéal lui-même et sa fonction motrice dans l'action. C'est moins l'anomie que la domination de la norme d'idéal qui permettrait de comprendre les dynamiques sociales et subjectives aujourd'hui. Ainsi, alors notre société pourrait reprendre à son compte ce slogan publicitaire et proclamer avant de trébucher que les limites s'est dépassées. Alors c'est très intéressant cette petite conclusion de l'idéal au travail de Marianne Dujarier, qui est une jeune sociologue qui a fini une recherche sur ce qu'elle appelle l'idéal au travail, c'est-à-dire sur le sens aujourd'hui que l'on donne au travail dans les organisations modernes, notamment dans le secteur des services qui domine aujourd'hui, et qui impose aux individus dans toutes les organisations de donner, de produire un investissement dans leurs activités professionnelles qui dépasse le simple plaisir et qui tient de l'idéal, c'est-à-dire qui tient de la perfection. Ici, on lui donnait 110%, etc. Alors, il y a un engagement total dans le travail. Il y a tous ces critères d'idéal,
qu'on n'atteint jamais en fait. Il faut toujours sourire aux clients, il faut toujours être parfait, il faut toujours avoir le maximum, il faut viser toujours l'excellence, etc. Donc on a là des limites dont aujourd'hui on a oublié le caractère relatif. C'est-à-dire que l'activité de travail aujourd'hui est complètement dissociée du plaisir et du sens qu'on peut attribuer à cette activité. Elle est dissociée, non seulement elle est dissociée, elle est même désincarnée en raison de la présence de cet idéal. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans le cadre de ces trois grandes références qui sont à des périodes historiques complètement différentes, mais qui abordent exactement le même objet, c'est le sens que peut donner l'activité du travail et le plaisir qu'il peut procurer. Alors, qui dans certains cas sont associés, qui dans d'autres cas sont dissociés. Alors, c'est paradoxal parce qu'on parle d'Aristote qui, lui, fait la même analyse que Marianne Dujarier, qui sépare le plaisir de l'activité, en raison justement, elle le sépare, elle prend acte de cette séparation, en raison de l'intrusion de cette notion d'idéal au travail dans les activités du travail que nous avons aujourd'hui, alors que le texte d'Ibn Khaldoun, comme tous ses successeurs jusqu'à la sociologie des années 50, y compris Durkheim, Weber, etc., où on a là une rationalisation du travail et une acception du travail par le biais de sa nature de rapport social. Marx répétait souvent, ou en tout cas insistait sur l'idée que le travail est d'abord rapport social. Et donc toute son analyse repose sur sa capacité à décrypter ce qu'il appelait les rapports sociaux de production, qui en même temps produisent des rapports de classe, des rapports de pouvoir, etc. Et tout cela sans égard à l'aspect identitaire. L'aspect identitaire est complètement évacué chez Marx, n'existe pas chez Marx, c'est une notion qu'on découvrira plus tard. Pour Weber, c'est la même chose. Pour Weber aussi, l'activité du travail, le sens que peut procurer du travail est complètement dissocié du plaisir. C'est-à-dire, en fait, il est complètement dissocié de la construction identitaire. Et donc là, on a... Alors c'est intéressant de voir, d'observer cette évolution-là, parce qu'on a là une sorte de cyclicité dans la pensée du travail et de la place que peut avoir le travail dans la vie de l'individu. En dernière analyse, en fait, ce que traduit cette évolution, c'est surtout la transformation de l'éthos du travail. C'est non pas de l'éthique du travail, mais vraiment de son éthos, c'est-à-dire du sens qu'il peut donner non seulement à l'individu par le biais du plaisir, etc., comme dirait Aristote, qu'il lui procure, mais également aussi par l'identité qu'il peut produire à l'individu, et donc le travail comme source d'identité, qui parle de source d'identité, parle de source de sens. Alors j'ai choisi ces trois références parce qu'en fait, la pensée du travail, tout se passe comme si aujourd'hui la pensée du travail a subi une évolution cyclique. Il y a un retour vers l'idée aristotélicienne du travail, après un passage par la Renaissance et surtout par les Lumières, que viennent confirmer ensuite les travaux weberiens et durkheimiens, du travail comme source d'identité, mais surtout comme sacralisation de l'individu dans la société moderne. Alors que l'intermède qu'on a vu à travers Khaldoun était surtout ancré sur la source d'identité collective que peut produire le travail. Mais là on aborde une autre piste. Ouais, en fait, là aussi, comme on l'avait dit tout à l'heure, l'idée de synchroniser le travail et sa pensée se pose exactement sous la même forme pour ce qui concerne le travail et sa sociologie, la sociologie du travail. C'est vrai que ces dernières années, la sociologie du travail a perdu beaucoup de plumes. On a eu un âge d'or de la sociologie du travail dans les années 60, 70 jusqu'aux années 80.
Et, parce que ce qui était mis en avant d'abord, c'était justement le caractère aliénant du travail, et que donc toutes les recherches en sociologie du travail étaient en quelque sorte de la recherche-action en vue de transformer le monde, non pas simplement le penser ou l'analyser, mais surtout le transformer. Et ensuite, on a eu cette période à partir des années, aux États-Unis, à partir des années 60, où on a une domination de plus en plus importante de la théorie des organisations et surtout de la sociologie des organisations, qui a progressivement pris le dessus et qui s'est instituée comme une pensée dominante en quelque sorte dans le monde sociologique, et qui a fait que le travail n'a plus été perçu comme catégorie d'analyse des transformations contemporaines, mais ce sont surtout les organisations. Alors on ne s'intéresse plus à l'homme au travail, mais on s'intéresse à l'organisation, à l'entreprise en tant que telle, en tant que milieu du travail. Mais le travail, lui, perd de sa capacité en tant qu'objet permettant de décrypter les activités humaines et sociales. Et donc, paradoxalement, cette perspective de la sociologie des organisations s'est développée en même temps aussi que ce qu'on appelle la perspective praxéologique aussi dans le monde du management, c'est-à-dire tout ce corpus d'études en sociologie des organisations, en théorie managériale, qui consiste à décrypter les modes de fonctionnement de l'organisation pour en pointer les dysfonctionnements, surtout. Et donc là aussi, le souci premier de la sociologie des organisations n'est plus l'homme au travail, mais le dysfonctionnement de l'organisation. Comment faire en sorte que les dysfonctionnements disparaissent? C'est toute la tradition fonctionnaliste de la sociologie américaine qui est portée par ce courant-là, mais qui fera énormément de mal au corpus de la sociologie du travail, qu'elle mettra en arrière-plan, en se focalisant donc sur ce nouvel objet, qui est l'organisation, qui n'est même plus l'entreprise, mais qui est l'organisation, hein, et donc, mais qui est aussi légitimé d'ailleurs par un recours, par une mobilisation de la sociologie weberienne, hein, notamment par toute la sociologie weberienne de la bureaucratie en particulier, qui a légitimé, notamment à travers Parsons et Merton aussi, tout ce courant fonctionnaliste, et qui a fait que la sociologie des organisations a pris le dessus en quelque sorte, et a fait beaucoup d'ombre à la sociologie du travail, mais du même coup aussi on a perdu aussi notre capacité à analyser, à décrypter le travail. Et là donc la pente a été et est toujours très difficile à remonter, puisque cette perte de sens, je dirais, de la sociologie du travail s'est accompagnée également aussi d'une autre perte de sens, d'un autre processus de perte de sens qui est celui de la sociologie du syndicalisme. En même temps d'ailleurs que l'action collective est dévalorisée, en même temps que la sociologie de l'action collective est dévalorisée, au profit précisément de cette sociologie des organisations qui, elle, valorise une autre forme d'action collective, qui est l'action formelle, une action collective fortement formalisée, qui est la structure de l'organisation. Et on a donc un certain nombre de travaux de théorie. Nous avons ici Mintzberg, qui est un des champs de cette école de pensée en particulier. Et donc tout cela fait qu'aujourd'hui la pente est très difficile à remonter, mais fort heureusement on a un certain nombre de travaux aujourd'hui qui commencent à remettre à l'ordre du jour cet objet central, cet objet fondateur d'identité qu'est le travail, comme catégorie d'analyse en tant que telle. Alors non plus par le biais, comme on le faisait auparavant, de la qualification, comme le faisait Naville, Touraine, etc., toute l'école française de la sociologie, et italienne aussi, mais par le biais de nouvelles catégories, en particulier il y a eu cette catégorie d'identité, mais surtout aussi par d'autres approches épistémologiques et méthodologiques qui permettent aujourd'hui de revamper un petit peu la sociologie du travail, hein, et surtout de rendre moins prégnante cette sorte de pensée unique, hein, qui s'est développée autour de la sociologie des organisations par le biais de la théorie des organisations en particulier. Alors, en ce sens-là, il y a un très très gros travail à faire en sociologie du travail, et en même temps d'ailleurs en sociologie de l'action collective et du syndicalisme, comme catégorie d'analyse pour décrypter les activités humaines en société.